Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires. Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures. Une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de souplesse et surtout de sur-mesure qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 6e épisode, nous recevons David Lestou. Sociologue et urbaniste, il travaille avec les villes et les territoires ruraux sur les questions de commerce et d'attractivité. Il a aussi été le rédacteur du rapport national sur les centres-villes qui a donné naissance au programme Action Cœur de Ville. Pour cet épisode, je cède ma place à Léa Tramontin, journaliste avec moi à Territoire Audacieux. Elle a rencontré David Lestou lors de la Convention d'intercommunalité de France à Orléans. Bonjour David Lestou. Bonjour. Vous êtes sociologue et urbaniste, expert dans les transformations du commerce, fondateur de l'agence Lestou et Associés. On se retrouve aujourd'hui à la Convention intercommunalité de France. Et avec vous dans cet épisode, on va parler de la transformation des zones commerciales, notamment avec cette question, quel devenir pour les zones commerciales périphériques ? Pour qu'on parte tous et toutes à égalité, qu'est-ce que l'on met derrière le terme zone commerciale périphérique ? Alors les zones commerciales périphériques, on peut aussi les appeler les entrées de ville. Ce sont ces lieux qui se sont créés au fil des années, depuis le début des années 60. Le premier supermarché ou hypermarché de périphérie, c'était en 1963. Et puis des années 60 jusqu'aujourd'hui quasiment, ce sont des espaces qui se sont développés. Leurs formes architecturales ont un petit peu changé, mais toujours la même logique, avec une dominante commerciale, avec des espaces qui sont plutôt traditionnellement on appelle ça un peu des boîtes à chaussures, des hangars commerciaux qui se sont au fil du temps largement améliorés, mais avec toutes et tous à chaque fois des nappes de parking assez importantes devant. Et est-ce qu'on distingue différents types de zones commerciales ? Oui, il va y avoir différents types de zones commerciales selon leur position dans l'armature territoriale. Vous avez des zones commerciales qui au fil du temps ont été rattrapées par la ville et qui ne sont plus des zones de périphérie, puisqu'il y a de l'habitat autour, elles sont très connectées, elles sont desservies par le tram, par les transports en commun, etc. Et puis vous avez des zones commerciales déconnectées, qu'on va retrouver là avec essentiellement un accès automobile, autour desquels on va pas avoir grand-chose comme autres fonctions urbaines, et qui vont être des lieux qui se suffisent à eux-mêmes en termes d'attraction. Et puis après, on va avoir d'autres typologies de zones commerciales, des zones commerciales qu'on appelle majeures, sur lesquelles on va avoir traditionnellement l'hypermarché, puis des moyennes surfaces relativement importantes, et puis vous allez avoir des zones commerciales plutôt de proximité, on va avoir un supermarché et éventuellement un ou deux commerces autour. Et on les a longtemps crues invincibles, ces zones commerciales. Y a-t-il un déclin aujourd'hui ? Elles sont toujours prioritaires dans la consommation des ménages, mais par contre leur position est fragilisée, à la fois par des éléments de changement de consommation, on va y revenir, et à la fois par des éléments sociologiques, et à la fois aussi par des éléments de surdensité commerciale. Commençons par le dernier point, si vous voulez, pour l'expliquer. Surdensité commerciale, comment ça peut s'expliquer ? C'est-à-dire que les mètres carrés commerciaux en France ont augmenté de 26% sur les 10 dernières années. La population, sur la même période, c'est à peu près 3%. Donc si on fait le calcul, un peu partout en France, les mètres carrés commerciaux ont augmenté entre 7 et 10 fois plus vite que la population. Soit on en manquait de surface commerciale, soit on en a beaucoup trop maintenant. Quand on se compare aux autres pays européens, on a une densité de mètres carrés commerciaux par habitant qui est exorbitante. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une forme de suroffre sur les périphéries. Donc ça vient déjà chahuter le modèle. Ensuite, vous rajoutez à cela des nouveaux modes de consommation. On n'a jamais construit autant de mètres carrés commerciaux que sur la dernière période. Et vous, moi, en tant que consommateur, on s'est mis à faire quoi ? Aller de moins en moins dans les mètres carrés commerciaux qu'on construit, mais en allant peut-être plus sur les marchés, chez les producteurs qui font la vente directe, et puis surtout vers le digital. Donc finalement, là où elles étaient effectivement le totem commercial prédominant, elles se retrouvent chahutées dans leur position concurrentielle.
dans un contexte de surdensité. Et puis après, si on regarde les transformations sociologiques, je vais juste prendre, 3 transformations sociologiques qui montrent bien que le modèle va être chahuté. La zone commerciale, elle a été conçue dans une logique de voiture pour desservir une population plutôt familiale. Et d'ailleurs, le caddie du supermarché, qui est le grand totem aussi de ces zones commerciales, a été conçu pour les achats hebdomadaires d'une famille avec 2 adultes, 2 enfants. Bon, très bien. 40% de la population vit seule aujourd'hui en France. On a 1 point de plus par an quasiment de personnes qui vivent seules depuis 5 ans. Ça va se stabiliser bien évidemment, mais on est quand même sur une perspective de 45% de population qui vivent seules. Le caddie n'est plus le bon dénominateur commun, les paniers moyens sont plus petits, et donc l'ambition d'aller dans une zone commerciale, elle est moins naturelle. Bon, premier changement. Deuxième changement, on a un vieillissement de population. En France, on a en moyenne, alors si on met de côté la région parisienne, mais on est globalement dans une perspective de 30 à 35, voire 40% dans certains territoires de personnes âgées de plus de 60 ans à échéance de 2030. Et la moitié de ces 35 ou 40%, plus de 80 ans. La zone commerciale qui est construite selon l'utilisation automobile, automatiquement, elle sera moins fréquentée. Pas sûr que la personne à 75 ans ait envie de traverser un parking, de faire X centaines de mètres, voire en kilomètres dans un hypermarché, etc. Donc ça va automatiquement réinterroger ce que sera la zone commerciale. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra pour autant, mais elle devra tout au moins se réinventer. Et puis, dans ces transformations sociologiques, on a aussi la génération Z, c'est-à-dire les individus qui sont nés après 1996, qui est une génération de rupture importante. Elle pèsera 25% de la population française, certainement à échéance de 2030-2035. Cette génération, elle est digital native, elle n'a pas connu le monde sans Internet. Cette génération, c'est la première génération qui a moins la voiture ou moins le permis de conduire que la génération précédente, et ça c'est une première depuis l'après-guerre. Et puis c'est une génération qui est, même si elle est très digitale, elle est aussi en même temps très concernée par les enjeux de développement durable. Bon. Tout ça ne milite pas pour une croissance de la consommation au commerce physique, et encore moins en zone commerciale pour des raisons de mobilité. Donc si on prend ces changements qui sont liés à un contexte concurrentiel différent, à une sociologie qui est différente, et puis à une organisation du commerce qui change, automatiquement on a les facteurs de fragilisation potentielle des zones commerciales ou des entrées de ville. Donc quels sont les enjeux dans ce contexte-là, dans les prochaines années pour ces zones ? Je pense qu'on aura 3 types d'enjeux. On peut estimer que compte tenu du croisement des courbes de croissance des mètres carrés et de croissance du digital, on sera dans une perspective de 20 à 25 millions de mètres carrés commerciaux de trop à 2030-2035. Donc déjà, premier objectif, c'est de traiter les friches. Deuxième élément, ces zones commerciales, si elles veulent continuer à exister, il va falloir qu'elles se réinventent pour résister au digital. Il va falloir qu'elles donnent des raisons aux consommateurs de se lever de son canapé pour aller dans un lieu. Donc, comment elles sont plus agréables, comment elles sont plus conviviales, comment elles sont plus végétalisées, comment elles sont adaptées au réchauffement climatique. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec des températures très élevées comme on a fréquemment, à 50 jours par an de température au-dessus de 35 degrés, on traverse facilement un parking de grande et moyenne surface. Donc on a ce sujet-là. Et puis le troisième sujet de la zone commerciale, c'est que on a tellement de commerce un peu partout que le commerce ne se suffira pas à lui-même pour attirer. Il faudra qu'à côté on ait autre chose. Peut-être des restos, peut-être du loisir, peut-être d'autres activités, des services, etc. Aujourd'hui, ces zones, elles sont complètement monofonctionnelles. On n'y vient que pour le commerce. Donc là, il y a 3 raisons de se réinventer très très clairement. Traiter la friche, se réenchanter, et puis travailler la multifonctionnalité. Comment est-ce que vous réagissez au plan de transformation des zones commerciales qui prévoit notamment une expérimentation pour une vingtaine de territoires ? Alors, j'ai un regard assez circonspect sur le sujet. Alors moi j'ai eu la chance de rédiger pour le ministère le rapport national sur les centres-villes. J'ai eu la chance finalement de poser quelque part les fondamentaux des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et quand je vois
les évolutions de certaines zones commerciales sans que l'État ou les collectivités ne les soutiennent, mais ce que sont capables de faire les opérateurs privés sur ces zones-là, je me dis que si on ne fait pas attention, on risque de créer des centres-villes bis. Je vois des zones qui se réinventent, où effectivement on y met de l'habitat. Très bien, et on a une problématique d'habitat majeure en France. Mais si on y met de l'habitat, plus des services médicaux, plus une crèche, plus des commerces de proximité parce qu'il y a des gens qui habitent au-dessus, on va dupliquer la forme de centre-ville. Et j'ai plein d'exemples comme ça en France, de zones qui sont en train de muter. Donc oui, il faut s'interroger pour les raisons qu'on a expliquées sur l'avenir de nos zones commerciales. Par contre, je pense qu'il est essentiel que les collectivités mettent des garde-fous. Parce qu'on a une telle puissance économique sur les zones commerciales que, avec en plus un petit stimuli de l'État, la transformation de la zone commerciale peut aller beaucoup plus vite que la rénovation ou la revitalisation du centre-ville. Parce que les contraintes architecturales sont moins complexes, on peut plus facilement raser un bâtiment, en reconstruire un, il y a des nappes de parking phénoménales. D'ailleurs, parlons-en des nappes de parking. Parce que une zone commerciale, c'est aux alentours de 60% des surfaces qui sont utilisées pour la zone commerciale qui sont du parking. On est entré en France, et ça me semble très très utile, dans une trajectoire du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'à terme on ne pourra plus construire que sur des surfaces qui sont déjà artificialisées, les parkings le sont. Donc ça veut dire que déjà, par essence, les zones commerciales, même sans input d'aide de l'État, ont un or noir, ces zones commerciales, qui sont les surfaces déjà bitumées, sur lesquelles on pourra construire demain. Donc si on rajoute ces potentialités importantes de densification à des stimuli financiers, plus à des présences et à des puissances économiques fortes, ça peut aller très très vite. Donc le sujet de l'État et le programme de l'État est intéressant parce qu'il prend en compte, et on peut souvent regretter que l'État ne prenne pas en compte des problématiques, là il prend en compte une problématique bien réelle. Par contre, il va falloir que les territoires s'en saisissent, mais décident très clairement ce qu'elles veulent faire sur leur zone. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire un centre-ville bis? Quelquefois, ça peut convenir, parce qu'il y a un énorme quartier qui est en train de sortir autour, et il faut qu'il y ait du service de proximité, pas de souci. Est-ce qu'on veut en faire des zones dédiées au loisir? Parce que le loisir est vraiment quelque chose en croissance, et le loisir, certainement ce qui sera le moins facilement digitalisable, parce que le loisir nécessite de la convivialité, etc. Quand je mets loisir, je mets de la restauration, etc. Des food courts, peut-être, des choses comme ça. Bon. Et puis, autre sujet, est-ce que la zone commerciale, on veut utiliser son foncier non bâti? Est-ce qu'on veut utiliser ses friches pour en faire les zones économiques de demain? Parce qu'à l'heure du zéro artificialisation net, il faudra bien aussi que les territoires trouvent des endroits pour implanter des artisans, répondre à l'enjeu essentiel de réindustrialisation de la France. Donc il faudra qu'avant que les collectivités s'engagent dans ce programme, qu'elles aient bien défini quelle stratégie elles ont pour cette zone en fonction de sa position dans l'armature du territoire. Là, on a vu les différents scénarios qui étaient possibles pour la transformation de ces zones. Quels sont les freins à la conduite de ces projets de transformation? Alors les freins sont des freins déjà liés à la multiple propriété. On prend une zone commerciale sur laquelle il y a, prenons un exemple, une zone commerciale en face de nous, là, certainement une trentaine de magasins différents, de grandes et moyennes surfaces différentes, donc ça veut dire 30 propriétaires différents, des murs, mais souvent les murs sont propriété d'une personne et l'exploitation est faite par une autre personne. Donc vous multipliez par deux déjà les acteurs de l'exploitation et les acteurs de la propriété. Je vois sur des territoires que l'acteur de la propriété, celui qui est propriétaire de mur, dit ouais, moi je suis d'accord, je suis prêt à me transformer. Par contre, le locataire qui est là dit mais moi je vis grâce au chiffre d'affaires qui est fait. Quelquefois, même dans les mêmes groupes de distribution qui sont propriétaires des murs et exploitants, le service qui s'occupe de l'exploitation, le commerce, dit non, nous on fait du chiffre d'affaires, et puis le propriétaire des murs dit oui, mais moi en tant que gestionnaire de mes murs, de mon patrimoine, il faut que j'imagine autre chose. Donc déjà, le premier frein, c'est le multiple profil des parties prenantes sur la zone. Ça, c'est un élément important. Et puis, l'autre vrai frein, c'est, comment dirais-je, le modèle économique qu'on peut trouver. Quel est le modèle économique?
on dit transformation en zone économique. Les rentabilités de l'artisanat, pour un propriétaire qui loue un artisan, ne sont pas les mêmes que les rentabilités du commerce. Le commerce est plus fort. Donc comment le propriétaire va accepter? Comment le propriétaire va s'y retrouver par rapport à ça? Le modèle économique, de la même manière, si la zone se transforme en zone avec de l'habitat, je déconstruis, je reconstruis de l'habitat. Qui fait? C'est pas les mêmes opérateurs aujourd'hui. Quel modèle économique? Et dans tous les cas, dans les deux cas, les exemples que je prends, on a des déficits d'opérations à prendre en charge. Et puis, il y a une autre hypothèse que j'ai omis d'évoquer tout à l'heure, mais la transformation d'une zone commerciale, ça peut être aussi la renaturation. Donc la renaturation, là, le modèle économique se pose encore plus, puisque du coup, il y a un actif qui génère des loyers, un actif actif, et il va falloir qu'on passe à un actif passif, mais utile pour la planète. Donc là, c'est là que les sujets vont jouer. Et effectivement, je pense que l'expérimentation de l'État et les quelques millions qui sont mis sur la table sont intéressants, mais il va falloir les centrer sur des choses pas faciles à faire. Si on met ces quelques millions sur des opérations assez simples où les promoteurs seraient allés sans la collectivité, sans les collectivités, voilà, on aura perdu notre temps. Donc il faut plutôt aller sur des opérations un peu complexes, c'est-à-dire tiens, ouais, je vais transformer deux commerces en artisanat. Là, ça vaut le coup. Parce que pour l'intérêt général, ça vaut le coup que de l'investissement public soit mis en place. Mais voilà, les principaux freins sont véritablement là. Et quel accompagnement il faudrait pour aider justement à modifier ces zones commerciales? Alors, l'accompagnement qu'il faudrait, c'est déjà que dans les documents d'urbanisme, dans les plans locaux d'urbanisme, il faut déjà, et on le fait nous avec les territoires, que les territoires puissent déterminer des orientations d'aménagement et de programmation sur le secteur de la zone commerciale. En disant, voilà, d'un point de vue stratégique, voilà ce que l'on voudrait faire sur cette zone-là demain. Donc déjà, ça met un cadre. Et ce cadre-là, il est opposable. Donc l'opérateur qui ne veut pas le faire, il sera obligé à un moment de s'y plier. Alors l'OAP, ça ne s'impose pas. Ça se co-construit avec les parties prenantes. Mais donc ça, déjà, c'est des conditions, vraiment une condition de réussite, c'est de fixer un cap, véritablement par rapport à ça, et d'avoir une stratégie. Et surtout, ce que je dis souvent aux collectivités, et c'est mon rôle de conseil vis-à-vis d'elles, que de les accompagner sur le sujet, il faut anticiper pour ne pas subir. Je crois que c'est ça le sujet. Parce que si on dit, il y a des aides de l'État, ben vous, opérateurs, vous verriez quoi? On va subir certainement des formes urbaines qu'on ne souhaiterait pas. Donc la collectivité, elle a un rôle important à jouer. Et moi, j'invite les collectivités qui vont se saisir vraiment de ce sujet de l'État, de le faire une fois qu'elles ont défini une stratégie, véritablement. Par exemple? Je pense à... Vous le rappeliez tout à l'heure, nous sommes à la Convention Intercommunalité de France, sur un atelier auquel je participais. J'étais avec le maire de Laval et président de Laval Agglomération, Florian Berco. Il me disait son intérêt pour ce programme, mais après avoir déjà défini, et puis moi je les ai accompagnés sur le sujet, ils ont déjà défini une stratégie. Ils savent que sur l'entrée de ville qui pourrait être concernée, ils savent ce qu'ils veulent en faire. Et le programme de l'État permettra d'expérimenter dans la mise en œuvre. Et donc le rôle de la collectivité, ce sera donc de réfléchir à ce qu'ils veulent faire de ces zones-là. Et au-delà de ça, ensuite, plus précisément, dans la discussion avec tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure, elle a aussi un vrai rôle à jouer pour justement mettre en musique un petit peu tout ça. Ouais, mettre en musique, voire intervenir. Moi, j'ai le cas... sur un territoire où la collectivité, l'agglomération est devenue propriétaire du parking de l'hypermarché. Donc, si elle veut y implanter un hub de transport en commun, elle peut le faire, elle est chez elle. C'est-à-dire que la collectivité peut aussi dire, moi je vais maîtriser les espaces éminemment stratégiques, et comme ça je vais donner le là, je vais déclencher cette transformation. Et quand on parle de pluralité d'acteurs, quels acteurs on peut recenser pour faire avancer ces zones commerciales dans leur mutabilité? Alors déjà, il y a les propriétaires et les exploitants, ce que j'exprimais tout à l'heure. Et puis, si on veut faire de la multifonctionnalité, il va falloir que tous les services
de la collectivité qui œuvre soit présent. C'est-à-dire la mobilité sera extrêmement présente. Le service qui assure la transition écologique et énergétique, parce qu'il y a un enjeu énergétique majeur sur ces zones, vont devoir aussi travailler. Donc il va falloir, comme dans un centre-ville, lorsque j'ai écrit mon premier bouquin sur les centres-villes, j'ai tout de suite expliqué que le centre-ville, c'était un lieu multifonctionnel, et donc s'il est multifonctionnel, il est complexe, parce qu'il y a un écosystème d'acteurs qui est énorme. Faire parler les commerçants, les propriétaires d'habitat, les propriétaires de commerce, les praticiens médicaux, etc. Si on veut faire des zones commerciales et des entrées de ville, des lieux de multifonctionnalité, il faudrait qu'on ait une gouvernance qui mette autour de la table toutes les parties prenantes. Ça, c'est un sujet important. Et quel rôle pour la fiscalité ? Alors la fiscalité, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne pourra accélérer les transformations de zones commerciales que si on porte un regard national sur quelle fiscalité. Aujourd'hui, on peut avoir une fiscalité qui est trop favorable aux propriétaires de boîtes commerciales vacantes. Quelquefois, c'est pas inintéressant fiscalement d'avoir une boîte commerciale vacante. Donc il faut qu'on puisse aussi jouer le cap de la fiscalité incitative pour donner envie de transformer. Ça va être un élément important. Tout à l'heure, on parlait des friches. Suite à l'augmentation des mètres carrés commerciaux ces 10 dernières années, comment faire face aux risques, mais aussi ce seront des atouts? Ouais, est-ce que ça sera un risque, est-ce que ce sera un atout? Tout à l'heure, dans l'atelier où j'étais, on parlait de ce risque-là de friche, et à juste titre, on a un vice-président d'agglomération qui nous dit « Mais moi, je vois ça comme une opportunité. » Je partage complètement. C'est une opportunité pour faire autre chose à l'heure du ZAN. Mais c'est une opportunité pour en faire quelque chose qui participe à l'intérêt général, et pas pour en faire quelque chose qui permette de construire quelque chose qu'on aimerait construire ailleurs, en particulier le lien avec les centres-villes. Alors, dans le cadre de la transition écologique, est-ce que vous voyez une utilité de ces zones commerciales pour la transition écologique et énergétique ? Regardons une zone commerciale, 25, 30 commerces qui sont présents, ça fait beaucoup de toitures, des toitures qui peuvent être utilisées aussi pour la production d'énergie. Dans le cadre d'une déconstruction, reconstruction, quand on disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas besoin de reconstruire, il faut renaturer, mais peut-être qu'entre les deux, on peut déconstruire pour y installer des outils de production collectif d'énergie. Je crois qu'il y a ce sujet-là qu'il va falloir véritablement intégrer, parce que leur position dans l'armature territoriale nous exonère de certaines contraintes architecturales pour pouvoir le faire, justement. Merci David Lestou. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 6e épisode de notre podcast. Retrouvez l'ensemble des liens évoqués dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.